voyage, il faut faire ses bagages. Et je voudrais vous montrer ce que j'avais dans mes bagages avant de partir. J'avais ça, la référence à l'Hackathon Vassal, et puis Jean-Philippe Vassal qui nous dit, pour la construction de cette première maison, c'était sa première construction en tant qu'architecte diplômé. La recherche et la détermination du site ont pris 6 mois, la construction 2 jours, et le vent a mis 2 ans pour la détruire. En sachant que Jean-Philippe Vassal, à ce moment-là, a utilisé le langage architectural local pour faire cette construction. Ce qui veut dire que moi, quand je pars au Mali, j'ai cette préoccupation de trouver dans le paysage urbain, dans le paysage construit, ces ingrédients de l'architecture qu'avait identifié Jean-Philippe Vassal pour essayer de mieux les comprendre. Je pars en fait au Mali pour essayer d'aller à la source de cette influence-là. Et puis une deuxième référence, toujours chez l'Hackathon Vassal, la référence à la place Djemal El Fna à Marrakech, qu'ils ont utilisé comme référence pour construire le palais de Tokyo, en tout cas pour aménager le musée du palais de Tokyo à Paris. Ils ont exploité cette référence en expliquant que cette place avait au moins 3 visages. Elle était un lieu de petit déjeuner le matin avec des jus d'orange. Le midi, elle est complètement vide parce qu'il fait trop chaud. Et puis le soir, ça devient un restaurant à ciel ouvert en plein milieu de la ville. Et là aussi, cette référence-là a été assez importante dans mon regard que j'ai pu porter sur mon terrain au Mali. Donc maintenant, partons pour Bamako, chargé de mon bagage. Voilà une carte du Mali. Le point rouge, c'est Bamako, et puis un peu plus haut, ce que j'ai poché en sombre, là, c'est le delta intérieur du fleuve Niger avec un écosystème tout à fait particulier et qui a fabriqué une relation culturelle au temps très spécifique. Tout à l'heure, on parlait du temps chinois. Eh bien, au Mali, le temps est décrit comme étant circulaire. C'est-à-dire que le temps des saisons influence énormément cette répétition du cycle. Et Jean Gallet explique ça très bien dans Homme du Sahel. Il explique que le temps revient de façon cyclique et ça amène quelque chose d'apaisant, de rassurant, ce temps des saisons qui se répète. Alors on arrive sur Bamako, où j'ai identifié un terrain, c'est le point rouge que vous voyez au milieu de la carte. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il ressemblait à un bidonville, et puis depuis la fin de mes études, j'avais très envie d'analyser un bidonville pour comprendre comment il fonctionnait. Et là, j'y voyais une opportunité parce que ça ressemblait à l'idée que je me faisais d'un bidonville, et puis avec les premiers pas sur place, je me sentais rassuré, à l'aise. Donc j'ai pas eu peur de prolonger ce temps sur le terrain. Et il s'est avéré que c'était pas vraiment un bidonville, mais un campement de pêcheurs. Et je vais expliquer ça après. Alors, un campement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il analyse un tout petit point alors qu'on a affaire à une très grande ville. En fait, j'ai découvert plus tard que des campements de pêcheurs, il y en avait plusieurs. Il y en avait une vingtaine en fait, sur le long du fleuve dans la ville, et que ça correspond en fait à un usage traditionnel. C'est-à-dire que les pêcheurs bozo déplacent leur habitat de façon nomade en partie. Ils ont aussi des villages en terre qui sont sédentaires. Donc ils sont dans les faits semi-nomades. D'accord ? Ils ont un village sédentaire en terre, je vais expliquer ça. Et puis des constructions nomades en paille qui sont très légères et qui sont en mesure de déplacer. Donc un campement, mais aussi des campements. Alors, en haut à gauche, vous avez la carte du centre-ville, avec le point rouge toujours, qui vous permet de comprendre l'échelle du site, qui est très petit en fait, par rapport à l'échelle du centre-ville historique même. Et puis on se rapproche là avec ces différentes cartes. Pour arriver sur le contexte et la plus grande carte,
où on a des jardins qui sont en fait des zones inondables. Une partie de l'année, ces jardins sont inondés, donc il y a une sorte de renouvellement du paysage avec ce phénomène d'inondation régulière. Et puis ici en noir, les constructions hybrides avec différents matériaux de construction. Juste à côté, une décharge qui devient aussi source de matériaux quand le déchet devient ressource. Alors, quelques mots sur la culture bozo pour expliquer pourquoi je m'intéresse à ça et puis pour expliquer plus généralement comment ces rapports d'espace-temps se manifestent de façon très particulière dans la culture bozo et encore plus particulièrement sur le terrain de recherche que j'ai analysé. Ceci pour vous dire que c'est pas, je vais vous montrer des choses là, c'est pas, faut pas se dire que c'est toute la ville de Bamako comme ça, pas du tout, hein, c'est un cas vraiment particulier. Alors, le peuple bozo, je l'ai dit rapidement, je voudrais insister là-dessus, a dans ses mains une double culture constructive. Il y a d'une part le matériau terre, qui est un matériau lourd, qui demande un certain degré d'investissement en termes d'énergie, en termes de temps, et puis un matériau plus léger qui leur permet le nomadisme, qui sont ces constructions en paille, ossature bois et habillage de paille. Mais il faut savoir que finalement ces deux langages de construction, on les retrouve à l'identique, enfin de façon proche, dans beaucoup de cultures constructives dans le cœur du Mali. La plupart des gens savent faire ce qu'on voit en haut à droite, c'est-à-dire des hangars. Tout le monde sait faire ça. Dès qu'on a besoin d'un espace de travail à l'extérieur, on fait un hangar, on fait ça en une demi-journée, et ça y est, on a un lieu pour habiter, pour travailler, pour vivre à l'extérieur. Et de la même manière, la culture constructive en terre est extrêmement répandue. On peut parler de construction avec n'importe qui. Tout le monde a au moins un minimum de culture constructive, ce qui fait que la technique de la terre est extrêmement répandue, extrêmement démocratique, ce qui fait aussi que le chantier est un temps de discussion, un temps de négociation, un temps de transmission de connaissances aussi. Alors ici, un focus sur les constructions nomades telles qu'on les trouve dans le monde rural. Donc on voit qu'on a vraiment affaire à un type. Ici, là, ce sont des photos prises dans la région de Ségou, au bord du fleuve Niger. Donc on identifie bien une forme architecturale, un type qui se répète et qui se décline à partir d'une même gamme de matériaux. Voilà à quoi ressemble l'architecture de ce type. Donc je l'ai dit, une ossature bois, complétée par des éléments de bambou qui sont très légers. Et puis par-dessus, on vient coudre des tressages de paille, des pailles qui sont tressées préalablement et qui sont assemblées par couture sur l'ossature en bois. Et voilà comment ça se manifeste quand on est en ville. Dans le contexte urbain, les pailles sont rares, ou alors il faut aller à l'extérieur de la ville, en brousse, pour trouver ce matériau traditionnel. Et de ce fait, il y a une adaptation à la ville où on va récupérer des matériaux urbains pour construire, mais tout en préservant le type architectural que j'ai pu montrer juste avant. Donc il y a une permanence de la forme architecturale et puis une adaptation aux matériaux locaux. Et alors là, vous voyez, c'est du papier en fait, c'est du papier craft qui provient d'une usine qui est à 150 mètres du site de construction. Et ce papier sert au départ à emballer des matelas qui sont vendus dans la ville. Et on récupère ces rouleaux de papier craft pour emballer les constructions. Je dis emballer en pensant bien sûr à Christo.
cristaux, avec le land art, des actions éphémères en ville. Et quand je vois ça, moi, je pense tout de suite à cristaux. Là aussi, dans mes bagages, j'ai cette attention au land art et je pense tout de suite à ce transfert culturel. Alors, le quartier dont je parle est illégal. D'accord ? Les gens qui sont là, qui habitent le quartier, se savent illégal. Et ici, vous voyez des photos d'un quartier illégal en voie de normalisation, en voie de légalisation. Et les grandes croix que vous voyez, en fait, ce sont des constructions que l'on va détruire pour orthogonaliser la forme urbaine. Ce quartier-là a été construit à travers le temps, comme ce que Cyril Hanap définissait tout à l'heure, le temps du chemin, le temps des cités médiévales, où on vient agglomérer les habitations le long des chemins. Et puis, du jour au lendemain, ce quartier va devenir légal et on va orthogonaliser les constructions de manière à correspondre à des largeurs de voies de circulation, à des années de réseaux souterrains et de réseaux électriques. Ce qui occasionne énormément de destruction. Et alors là, vous comprenez qu'il y a une sorte de précarité externe qui est en permanence posée sur ces quartiers spontanés. Il y a une menace de destruction constante, que ce soit parce que vous êtes illégal, ou que ce soit parce qu'on va vous légaliser. Cette menace de destruction, elle est finalement permanente. Ce qui engendre en fait des trouvailles techniques qui sont remarquables. Ici, on a un mur en parpaing. Il faut savoir que le parpaing au Mali, ça coûte extrêmement cher. Les sacs de ciment, ils viennent de tous les pays limitrophes, mais pas du Mali. Donc il y a des coûts de transport qui sont très importants. Et puis le coût du matériau qui est lui aussi extrêmement important. Et donc les parpaings ont une valeur monétaire très forte. Ce qui fait que là, les parpaings sont montés avec un mortier de terre, de façon à pouvoir, en quelques gestes, en secouant un peu le parpaing, on le décolle, et on est en mesure de le mettre dans une brouette, dans une charrette, et de poursuivre la construction plus loin. Donc j'ai appelé ça des murs nomades. Ce sont des murs qui sont en mesure de se déplacer. Un autre élément que j'ai pu identifier dans la culture constructive de ce quartier, c'est la progressivité de l'espace. Le fait qu'on ne construit pas quelque chose de définitif, puisqu'on sait qu'il y a cette menace de destruction, et aussi le fait qu'on a besoin de s'abriter tout de suite, donc on va d'abord faire un premier espace temporaire, et pour arriver sur quelque chose d'un peu plus définitif. Vous voyez ici une construction à un temps zéro. Le monsieur qui a réalisé cette construction, il venait de faire ça la semaine d'avant. Donc on retrouve le type que je vous ai montré tout à l'heure, avec un hangar qui est juste devant, qui lui permet de travailler en extérieur. Voilà, la même construction une semaine plus tard. Il s'est rendu compte qu'il était à la vue de son voisinage et qu'il se sentait mal à l'aise. Et du coup, il a construit ce paravent pour se sentir un peu plus chez lui, sous ce hangar. Et puis la même construction, un an plus tard. On voit que là, un an plus tard, il y a une permanence des formes, mais tous les matériaux ont été renouvelés. Je vous repasse la diapo d'avant. Regardez les matériaux utilisés. Et là, on voit qu'il y a eu un renouvellement, un ajout de couches d'enveloppes supplémentaires qui permet d'augmenter en confort, de sécuriser un peu la perméabilité à l'environnement, etc. Et puis, le même espace, 4 ans plus tard. Alors là, l'habitant est parti pendant une saison de pluie travailler au village. Il est retourné dans son village d'origine pour cultiver la terre, pour aider sa famille.
et il n'était pas présent pour entretenir sa construction. Comme l'entretien n'a pas été maintenu, la construction a disparu avec le temps. Et les tempêtes qui sont terribles au mois de juillet et août, avec la pluie. Tout ça pour dire que la permanence de l'espace n'est assurée que parce qu'il y a une présence à l'intérieur et un soin accordé à l'espace lui-même. Maintenant, un autre phénomène qu'on peut observer dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la durcification. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, je ne sais plus exactement qui l'a inventé, mais vous trouverez ça chez Alain Dubresson, par exemple. On trouve des constructions à plusieurs temps et avec plusieurs matériaux qui nous permettent de visualiser, d'identifier ces différents temps. Le temps 1, la construction en paille, le temps 2, la construction en terre, et le temps 3, la construction en ciment. Que je vais illustrer tout de suite avec un autre exemple. Ici, le temps 1, pour le coup, ça n'est pas une construction en paille, mais en matériaux récupérés. Ici, on a des caisses de motos chinoises qui sont importées de Chine et qui sont vendues à Bamako. Elles sont importées en caisse et elles sont assemblées à Bamako. Et ce monsieur-là a construit tout cet habitat à partir de caisses sur une ossature bois par couture. Ils ont maintenu l'assemblage par couture malgré que le matériau principal ait changé. Un an plus tard, je reviens, là aussi on voit qu'il y a une nouvelle enveloppe qui s'est ajoutée à l'enveloppe des caisses de bois précédentes, de manière à étanchéifier la construction, de manière à passer ce temps de tempête de manière le plus sécurisée possible. Et puis 4 ans plus tard, vous voyez que la forme architecturale a changé. Le sens du toit s'est complètement retourné. Traditionnellement, on fait verser les eaux de pluie vers l'intérieur de la cour, de manière à assumer cette gêne que procurent les eaux de ruissellement. Et lui, comme il est sur l'espace public, à droite de l'image, c'est l'espace public, il s'est permis de verser vers l'espace public directement. Le règlement urbain, entre guillemets, l'autorise à faire ça. Bien sûr, il n'y a pas de règlement, c'est des accords tacites, c'est une culture d'habiter qui fabrique ce règlement. Alors maintenant, le rapport au temps dans une autre dimension. En observant ces constructions, en les analysant avec mon regard d'architecte, je me suis aperçu qu'il y avait, dans l'épaisseur d'un mur, il y avait plusieurs temps. On peut voir plusieurs temps et plusieurs duretés, en fait. On peut voir en partie basse un soubassement en parpaing qui permet de se prémunir d'une inondation éventuelle. Ensuite, on a dessus un mur en terre, en briques de terre crue ordinaire, une qualité de terre ordinaire, et puis au sommet du mur, une qualité de terre plus résistante, parce qu'en cas d'infiltration d'eau, cette terre plus résistante permettrait au mur de maintenir, de tenir sa solidité, malgré l'infiltration. Et puis dessus, alors, un complexe de toiture avec des chevrons en bambou, des cartons pour l'isolation, la résistance à la chaleur, et puis une bâche plastique ou bien papier, comme j'ai pu montrer tout à l'heure. Et tout en haut, des pierres qui permettent de résister à l'arrachement contre le vent pour éviter que la toiture s'envole. Donc là, différentes duretés, différentes vitesses, une sorte d'hybridation des temps à l'intérieur d'un même espace. Et cette hybridation des temps, on la retrouve même dans une même qualité de mur, dans un même mur. Ici, vous avez à gauche un mur en briques avec un mortier fragile, ce qui fait que les briques ressortent en volume.
Et à droite, c'est l'inverse. Ce sont les briques qui sont dans une qualité de terre fragile, et puis le mortier qui ressort de façon volumétrique. Cette diversité de vitesse m'invite à évoquer les formes urbaines comme étant soumises à différentes vitesses d'architecture, qui sont, vous le voyez, qui sont complètement mélangées. C'est pas parce qu'on est sur un axe principal qu'on va être dans une architecture plus dure. Tout ça est complètement mélangé. Sur la carte de gauche, je vous lis la légende. En jaune, ce sont les matériaux légers, les pailles et les matériaux de recyclage. En rouge, la terre. En noir, le ciment. Et en bleu, les tôles. Alors maintenant, quelques éléments plus généraux qu'on retrouve dans toutes les cultures urbaines au Mali. Enfin, du moins, toutes celles que j'ai pu visiter. Là, c'est un focus sur une parcelle du terrain de recherche à Bamako, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de villes et beaucoup de villages au Mali. Alors cette parcelle, à gauche, vous voyez la parcelle telle que je l'ai découverte la première fois, telle que j'ai pu la relever. C'était la parcelle du vieux fou. Et puis un jour, le vieux fou est mort. L'occupation de la parcelle s'est trouvée renouvelée. Et dans ce renouvellement, j'ai compris que le quartier était soumis à un droit du sol qui était emprunté au droit coutumier. C'est-à-dire que, comme ce quartier est illégal, c'est le droit coutumier qui reprend le dessus. Voilà. Et alors, le droit coutumier, c'est j'ai besoin d'occuper un terrain, je viens demander au chef du village, au chef du quartier, un morceau de sol pour habiter, et le chef du quartier va me donner une parcelle en échange d'une poule et puis quelques noix de cola dans un échange ponctuel. Et là, on voit que ce droit d'usage permet de densifier le quartier. Là où il y avait une personne, on se retrouve avec 3 familles. Donc il y a un niveau d'intensification, de renouvellement qui est très impressionnant. Maintenant, un autre exemple qu'on peut identifier à Bamako, au Mali et dans beaucoup d'autres villes, c'est le Sougouni. Le Sougouni, c'est un marché de quartier, un petit marché qui a une vocation assez locale dans la ville. Et on constate une grande intensité dans la matinée, et puis passé midi, 13 heures, tout disparaît, et ça redevient une place complètement déserte. Alors vous allez me dire, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, on constate ça à Paris, vous aurez raison. Cependant, quand on lit Marc Auger, on comprend que ce phénomène-là peut avoir une profondeur culturelle très, très importante. Et puis tout à l'heure, on parlait de la légitimité des collectifs à emprunter des éléments de permanence ou à trouver une profondeur historique. Je pense que ça, c'est un exemple pour dire que oui, le renouvellement, l'éphémère en ville a toujours eu sa place finalement, et on peut le constater là-bas, on peut le constater ici aussi. Un autre exemple qui illustre exactement la même chose, là on est dans l'hypercentre de Bamako, dans un marché qui a lieu, enfin c'est pas un marché, c'est les rues commerçantes qui sont en journée saturées d'objets à vendre. Dès qu'on se balade dans ces rues-là, on se sent envahi de sollicitations visuelles, olfactives. Et puis, à une certaine heure, quand la lumière décline, tout se vide complètement et on se retrouve dans des rues désertes en l'espace de quelques heures. Ça, c'est très impressionnant. Alors, quelque chose de très particulier qui, là, pour le coup, n'existe pas à Paris
et qui est très spécifique aux cultures urbaines maliennes. Vous voyez à droite le monsieur en blanc, là, il nous montre la parcelle de sa famille, en fait. Et il nous montre un endroit très précis, là où vous voyez le poste de télévision, et puis à droite, on a une moto qui est garée. Et là, il me dit, tu vois cet endroit, et ben ça, c'est un lieu sacré. Et ce lieu sacré, où vous voyez la télévision dans la photo, en fait, il s'active à un certain moment de l'année pour être un lieu de sacrifice. C'est-à-dire que les lieux de sacrifice sont intensifiés à un certain moment de l'année, alors que la plupart du temps, ils sont le lieu où on regarde la télé, où on regarde la moto, enfin, des lieux ordinaires. Donc il y a des sortes d'intensification de l'espace qui deviennent sacrés, alors qu'à d'autres moments, ils sont tout à fait ordinaires. C'est cette relativité de l'espace, cette alternativité de l'espace qui est intéressante. Ça, Marc Auger en parle très bien. Je crois que c'est un des derniers éléments, là je vais bientôt terminer. Ici on a le grain. Alors le grain, c'est un moment de sociabilité très particulier à Bamako. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres capitales, mais en tout cas au Mali on trouve ça un peu partout. C'est un temps de communauté, de mise en commun des activités de la journée. C'est un temps de partage. On sort des chaises qui sont dans les cours privés, on les met dans la rue, des chaises, des bancs, on s'assoit sur les motos qui sont là, on fait le thé, et puis on discute comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Au petit soir, on appelle ça, c'est quand la lumière commence à décliner et qu'on arrive au passage à la nuit. Alors, ça c'est formidable à relever, à voir, à comprendre, parce que le grain, c'est aussi un média. C'est le moment où on échange des choses qui se sont passées dans la ville. C'est un moment où on diffuse des informations. C'est un moment de partage. C'est un moment social. Et tout ça dans l'espace public, sur les trottoirs, dans les rues, sur les places. C'est une façon d'occuper l'espace qui pour nous est assez étrangère et là qui se manifeste de façon publique, ouverte, démocratique. Et je voudrais finir avec une citation d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville. La ville transition. Voilà. Je me suis dit que c'était bienvenu, mais avant ça, c'est une citation qui est très importante pour moi parce qu'elle permet de comprendre la valeur que peut avoir une ville éphémère. On peut voir l'éphémère comme étant un élément de qualité dans la ville, un élément qui offre des opportunités. Et voilà, je trouve une bonne transition.